Hello les amis, bienvenue sur QP Pharma. Vidéo en collaboration avec RT2I qui sont les premiers parrains de la chaîne QP Pharma. Ils nous ont offert tout un pack son pour améliorer la qualité sonore de nos vidéos. Donc gros merci à eux. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas d'erreur humaine lors des IPC de remplissage? Et oui, pourquoi je dis ça? Ce sont des erreurs de méthode, ce ne sont pas des erreurs humaines. Les opérateurs subissent beaucoup de perturbations sur les lignes. La machine qui peut s'arrêter, les allers-retours dans le dossier de l'eau, le manager qui appelle pour savoir pourquoi est-ce que la ligne s'est arrêtée depuis 5 minutes. Et donc c'est à partir de là qu'ils peuvent faire des erreurs. Ce sont des erreurs de méthode. Notre partenaire RT2I propose une solution, QualiCheck. C'est quoi QualiCheck? C'est un logiciel QualiCheck qui va pouvoir digitaliser tous les contrôles nécessitant l'humain. Les données seront fiables à 100% parce que les données vont aller directement de la balance jusqu'au logiciel QualiCheck. Et oui, c'est la fin des tickets de pesée. Les statuts des IPC conformes ou des IPC non conformes seront très facilement visibles grâce à un système de couleurs. Mais ce n'est pas tout. Et oui, RT2I, ils en ont sous le coude. La conduite de la remplisseuse va être fortement simplifiée grâce au tableau de bord et grâce à un système de couleurs. Les opérateurs vont voir les IPC à faire, les IPC en retard ou les IPC à venir. Autre avantage, le rapport généré sera très facilement vérifiable. Les valeurs non conformes apparaîtront en rouge et les commentaires seront en fin du rapport avec une pastille bleue avec la ligne du contrôle correspondante. Si vous voulez plus d'informations sur RT2I et sur le logiciel QualiCheck, vous allez directement sur leur site internet et vous pouvez demander une démo. A tout de suite dans le live ou sur YouTube. Nous sommes de retour pour jouer en mauvais tour. Ah, génial. Bah oui, fallait que je le sample. Carrément. Nos amis de la Team Rocket des Pokémon. Donc maintenant qu'on a parlé de l'histoire du monitoring, de tout ce qu'on arrive, de tout ce qu'on suit, donc on a parlé de pression, de monitoring particulière, de delta P, on a... On moniteur plein de choses. Le monitoring particulier, c'est le plus délicat parce que, en fait, c'est une des rares grandeurs physiques qui n'est pas humainement palpable, évaluable. Oui, c'est vrai. Évidemment, on continue, et c'est même un des points essentiels, à mesurer les deltas de pression. Mais tu vois, le delta de pression, tu sens bien que ça souffle dans la zone. Quand tu fermes la porte, tu sens que tu forces, tu vois par les trappes que ça souffle. Ça, tu es capable de ressentir. La température, s'il fait chaud, s'il fait froid, tu t'en rends compte. Même la vitesse d'air sous flux, tu vois. Tu mets la main, oui. Voilà. Alors que, tu vois, si je te dis, à ton avis, il fait chaud, il fait froid, il fait humide, il fait pas humide, tu sais me répondre. Si je te dis, à ton avis, il y a des particules, là, t'es mort. Et Donc, non. c'est en ça que cette grandeur physique est compliquée à mesurer. Et je dirais, bon, effectivement, le monitoring, on monitore tout un tas de paramètres, mais c'est celui-là qui réclame de l'expérience et de l'expertise, justement. Eh ben, en tout cas, il y a Nico Guému France qui dit Fred, c'est le Samaringa du comptage particulaire. Waouh, carrément. Tu es à la Samaringa de la flotte. Bon, il a précisé en disant il y a du niveau. Hein. Alors du coup, est-ce qu'on parlerait pas un peu, même si c'est chiant, un peu de réglementation ou tout à l'heure non, mais parce que c'est rarement le plus intéressant, mais on va essayer de le rendre ludique comme on fait d'habitude. Nico nous disait tout à l'heure, où est-ce qu'on installe les sondes, etc. Est-ce qu'il y a des normes sur les installations? Est-ce qu'on dit comment l'installer, à quel niveau? Est-ce qu'on le met à 3 cm du filtre? Est-ce qu'il y a des réglementations qui nous le précisent, ça, la façon d'installer les sondes? Donc déjà la quantité de sondes et le positionnement des sondes. On parle pas des compteurs, on parle vraiment des sondes, l'endroit où on est censé aspirer doit être justifié. Et effectivement, le seul moyen de faire un beau lien entre le filtre EPA et le particulaire, c'est de mettre la canne à 3 cm du filtre, par exemple. Là, on est très bien, il y a plein de gens qui le font ça. Par contre, là, on est sûr de monitorer à peu près rien du tout en termes de particulière de ce qu'on est en train de faire dans l'environnement de classe A ou B1. Donc, positionner une sonde à 10 cm du filtre, on va juste choper l'air du flux laminaire qui vient du filtre EPA, donc qui va être bien. Hein. En théorie, il n'y aura pas de particules. Mais on va monitorer rien du tout. Bah là, à la limite, côté de ça, à la limite, tu peux répondre à la question de Nico Guému France, quoi. C'est que du coup, en fait, là, tu fais vraiment ton monitoring de tes filtres, hein, si tu le places là. Hein. C'est le seul moyen de le faire. Bon. Oui, mais c'est une erreur. C'est pas conseillé.
C'est ça, c'est complètement déconseillé, c'est une énorme erreur. À l'inverse aussi, aller mettre une sonde particulière, bah, comme on le disait tout à l'heure, par exemple coller à un bol vibrant ou 1 mètre en dessous du plan de production ou de la zone d'intérêt de remplissage dans un isolateur par exemple où on va être très turbulent. Bon, bah, on va avoir des particules partout tout le temps et on va monitorer pas plus non plus, on va monitorer rien du tout. On va être noyé sous l'info. Voilà, on ne pourra pas interpréter quoi que ce soit, donc ça n'a pas grand intérêt. Donc l'idée c'est de se mettre au niveau de la zone qu'on cherche à monitorer, ou à peu près, ou un petit peu en dessous, on va dire, quelques centimètres en dessous. Fred, je sais pas ce que tu préconises à ce niveau-là. Moi, j'ai tendance à dire que bon, le point le plus critique de tous, c'est celui qui est au point de remplissage, hein, Ah oui. puisque c'est là que tout se passe, hein, c'est là où il y a un risque de stérilité. Euh, Ben, il faut que. Moi, je pars du principe que le point de comptage doit voir tout ce que verrait potentiellement l'ampoule, le flacon, ou en tout cas Mhm. le contenant qu'on est en train de remplir. Donc, si je prends l'exemple d'une ampoule à col ouvert, elle ressemble un peu finalement en plus petit à un cône isocinétique. Ben, le cône isocinétique, il doit être dans le même alignement, au même niveau. Mhm. euh, et ce que verra le, le cône isocinétique, c'est ce que verra l'ampoule. S'il y a des particules qui sont captées par le cône isocinétique, il y a forte chance pour qu'on retrouve les mêmes dans les ampoules. Après, en termes de réglementation, il y a, mis à part les contraintes d'installation dont on parlait tout à l'heure dans la nouvelle annexe 1, il n'y a pas grand-chose qui existe. Nous, on avait retrouvé. Alors, il y a une habitude il y a une habitude presque de l'ordre de la légende urbaine qui est de dire oh, faut se mettre à 30 centimètres Ouais. du point de remplissage. 30 centimètres, si même la NSM l'utilise encore. Ouais, ouais, ouais. Alors, on a recherché, il n'y a rien qui est écrit à ce sujet-là. On a retrouvé une vieille guideline des années 2000, donc d'il y a 20 ans, de la FDA, qui Ouais, c'est ça. c'était pas c'est vraiment une guideline, hein, c'est pas oui, enfin, voilà, c'est un guide, c'est C'est pas pour une réglementation officielle, ouais, ouais, c'est pas opposable en théorie. Ouais. exactement, qui dit qu'il faut être à un pied Ouais. du point de remplissage, et le un pied, on retombe bien sur grosso modo nos 30 En 30 centimètres. centimètres, c'est less than 1 foot away from, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, Ils nous font exactement, c'est chier ça. avec les foot quand même, Ah, quoi. tu la connais, Ah dis ouais, donc. celle-là, j'ai eu la bosser il y a pas longtemps. Ouais, ouais. Peu de gens ont vraiment la source de ces 30 centimètres. Ouais. Mais mis à part ça, oui, il n'y a pas de. Après, là encore, les inspecteurs estiment que c'est au producteur de connaître son process et de le mettre à l'endroit qui est représentatif de Il y a l'empoussièrement aussi de la zone. Mais encore une fois, le but, c'est pas de compter, de ne jamais compter Ouais. ou de toujours Mm. compter. Le but, c'est d'être représentatif de ce qui se passe, être représentatif de ce qu'on va trouver au final dans le produit, ou pour ce qui est le point de remplissage, pour ce qui est de l'ambiance de la classe B, être représentatif de la source de pollution que peut être l'opérateur. Est-ce que Puisque, bon, on l'a pas dit, mais dans une salle blanche, quand même, la première source de pollution, c'est quand même l'homme. ouais, Dans Mhm. votre travail de la 3P, là, ça avait été bien expliqué sur le stand d'Initial. ouais. Euh, Ouais. c'est c'est l'homme qui est à l'origine de la principale source de contamination dans une salle blanche. C'est pour ça que certains font le choix des isolateurs, parce que là, on supprime l'homme. C'est un moyen de supprimer au maximum la contamination. Bon, il y a d'autres problèmes Il y a qui d'autres rentrent. soucis, ouais, c'est ça. Mais, et c'est pour ça que quand on est en ZAC, on est habillé en cosmonaute. C'est vraiment pour isoler l'homme de, de l'ambiance. Mais c'est vrai que le but, comme tu dis, c'est de voir des particules entre guillemets. Faut pas. C'est un contrôle qui nous démontre la qualité de notre produit indirectement. C'est de la vraie assurance qualité. Le but, si on voit rien, ça sert à rien. Si on en voit trop, voilà. Le but, c'est pas de se dire bon, bah, je veux mon rapport le plus propre possible. Comme ça, mon lot, je vais le libérer tranquillement. C'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, Ludo aussi, hein, avoir zéro particule sur un compteur pendant des semaines. Il y a un truc qui va pas, quoi. Alors En ça, théorie, c'est censé être représentatif. Et c'est ce que disait Alexandra aussi dans le chat. Si on démontre qu'on est représentatif,
pour moi, on a tout Oui, gagné, quoi, on a ouais. compris. Puis de toute façon, tu dois forcément voir des choses parce que tu dois définir des seuils d'alerte et des seuils d'action basés sur tes tendances. Des tendances zéro, ça n'existe pas, hein. Donc, tu ne vas pas faire un seuil d'action à À 0 zéro, plus, non, ça 0 sert plus, à rien. à 0 plus 0. Donc, forcément, tu dois voir des choses. Tu as dit un truc que je resservirai, s'il n'y a pas de copyright dessus, c'est que ça sert à voir ce qui est invisible, en fait. Ouais. Euh, euh, Si, donc il faut le mettre à un endroit où on veut voir, enfin, il faut le mettre à l'endroit où on veut voir ce qui est invisible, en fait. et du coup, Exactement. l'analyse de risque, il faut faire une analyse de risque pour pouvoir dire où est-ce que c'est le plus pertinent pour pouvoir voir des choses. Est-ce que Fred ou Christophe, est-ce qu'on prend en compte les smoke tests pour la localisation des sondes? Alors, oui, en théorie, ça dépend où. J'ai envie de dire oui et non, Ouais, ou c'est un peu l'œuf et la poule. C'est qui est là le premier, quoi. ouais. Mais en théorie, on est censé quand même les mettre au point les plus critiques. Sous-entendu, les smoke tests qu'on va réaliser dans un environnement de classe A, enfin pas forcément d'ailleurs, pas que classe A, mais en classe B aussi, pour aller démontrer l'aérolique du flux de façon visuelle, hein. Les smoke tests, pour ceux qui voient pas ce que c'est, en gros, on se met comme dans une soirée mousse, soirée fumée en boîte de nuit, et on va essayer là aussi de démontrer quelque chose, enfin de rendre visible quelque chose qui est invisible, c'est-à-dire la luminarité du flux provenant des filtres absolus qui sont dans votre environnement de classe A ou B et qui vont aller jusque couvrir la zone critique, l'opérateur puis être évacué par les gaines de reprise. Et le seul moyen de rendre ça visible, c'est de mettre de la fumée dans cette zone-là pour aller voir vraiment réellement avec des vidéos. On appelle ça des études, des smoke studies, des tests de fumée. On va aller démontrer que oui, on a bien une laminarité ou en tout cas un flux qui se dirige d'un point A à un point B. Donc en théorie, ça doit nous aider à positionner, à connaître nos endroits les plus critiques. Après, à positionner les sondes. En théorie, ils sont déjà un peu positionnés avant qu'on ait fait les smoke tests. Donc, Ça peut aider en classe B parce que là, effectivement, on a un volume un peu plus important. On fait une mesure en ambiance qui est pas forcément toujours, il n'y a pas forcément toujours un flux laminaire intégral en classe B. Donc là, le smoke test peut aider pour positionner en classe B. Pour les lignes de remplissage, ben, je vois qu'il y a Nico Gému France là Ouais, qui ouais, dit, ouais. c'est ce qui guide plus, c'est vraiment le process, la façon dont on remplit. Il y a des choses on peut pas non plus le mettre toujours à l'endroit idéal parce que dans une remplissage, il y a des pompes en mouvement, il y a des interventions de l'opérateur possibles, il y a des choses qui font que quelquefois l'emplacement est choisi aussi un peu par défaut, quoi. C'est le moins pire. Euh, et effectivement, comme le dit Nico Gému France, de plus en plus, les fabricants de lignes fournissent, sinon le compteur de particules, en tout cas le point de prélèvement. C'est-à-dire que le cône isocinétique et le tubing est préinstallé sur la ligne parce que ben, de la même façon que c'est le producteur qui connaît le mieux son process, c'est le fabricant de la ligne de fabrication qui connaît le mieux l'emplacement idéal pour Ah, mettre ça, je suis partagé, ça, quand même. ouais, moi aussi, je suis très partagé parce qu'il Ouais, connaît pas les interventions forcément que oui. tous les fabricants vont faire avec son équipement. Et le Et montage. les interventions Et le sont liées, montage. voilà, et le montage, etc. Oui, oui, Il y a beaucoup non, de je suis choses qui sont d'accord. liées à ça et qui, J'ai un peu fait un raccourci. Il connaît en tout cas l'emplacement idéal par rapport Ouais, à la technique de la machine. ouais. Euh, L'endroit où ça peut cheminer, l'endroit où il n'y aura pas de pompe, pas de pièces en mouvement. Et souvent, ces points de prélèvement atterrissent dans le bâti-machine. Donc l'endroit où dans le bâti-machine, il n'y aura pas de projection de graisse, il n'y aura pas de parasites, de choses comme ça. Mais Là, ça peut dépendre de plein de choses. Tu vois, tu vas faire deux process sur la même ligne. Parfois, tu vas avoir un filtre qui sera au plus proche, qui va faire 20 cm de longueur. Et parfois, tu as des filtres, c'est des gros bébés, quoi, tu vois. Ou parfois, ouais, tu vas mais mettre de l'inertage, parfois, tu vas pas mettre de l'inertage. Parfois, tu as une bout de libre. recirculation et parfois, tu n'en as pas. Tu vois, donc, ouais. ouais, le fabricant de l'équipement, il doit donner de l'input par rapport à lui, ce qu'il connaît. Mais ce qui va se passer au-dessus, ça reste du montage Ah, mais je suis d'accord. du Je producteur. reviens un peu sur ce que j'ai dit. En fait, je réfléchis un petit peu au cas où on a eu des machines prééquipées et très très souvent on a fini par déplacer les Bah points. oui.
Mais ouais, souvent tu y vas, bah oui. Et c'est ce que l'annexe 1 elle confirme en fait, hein, juste pour rebondir, parce que nous on disait tout à l'heure, vite fait, qu'est-ce qu'elle raconte l'annexe 1, et ce que tu disais tout à l'heure Ludo, analyse de risque, et en gros, la qualif et la surveillance particulière environnementale doivent prendre en compte toutes les variables. Alors dans le cadre de la contamination control stratégie, mais en gros on dit, il faut prendre en compte l'installation, donc ça marche, mais aussi le produit, le process, Mmh. l'équipement, toutes les opérations réalisées dans et autour, les données hystériques aussi des fois, pour établir une qualif et un monitoring efficace. Donc si on prend en compte que l'équipement tout seul, que la Non, mais, machine, on a toute une partie du contexte qu'on a oublié, quoi. non, mais en fait, vous avez raison, les gars, j'ai dit une connerie. Non, c'est... Mais tu Non, sais, non, 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 on non, mais, précise, on débat. à ouais. l'inverse, moi, quand on a acheté des machines parfois, j'étais aussi exaspéré à l'inverse du fabricant qui donnait même pas d'input. Tu vois, que ce La soit le problématique, producteur qui choisisse à la fin, ouais, mais à un moment, le fabricant de l'équipement doit aussi apporter de l'information. Et souvent, après, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent, tu as d'un côté le fabricant de la machine de remplissage et de l'autre côté aussi, tu as le fabricant de l'HVAC ou du circuit, etc. Parfois, c'est même pas les mêmes. Ou Alors des là, RAPS, ou ouais. de l'isolateur, ou Alors machin. là, Alors là, c'est une galère aussi. ouais. je suis en train de faire un bilan dans ma tête rapide des cas de figure qu'on a rencontrés, mais c'est vrai que la plupart du temps, on finit par déplacer les points de prélèvement fournis par les fabricants. Alors, ils sont tentants parce que quand il faut percer un bâti-machine et qu'il est déjà pré-percé par le fabricant, on aime bien, enfin on aime bien, on a envie de passer par là, mais finalement, souvent le tubing est en inox et donc on vient juste se Ouais. repiquer 10 cm de baveline en dessous et donc ce tubing il est innettoyable, absolument innettoyable. Souvent le compteur il est placé à l'intérieur du bâti-machine et à l'usage, on s'aperçoit que c'est merdique parce que dès qu'on veut remplacer le compteur, et ça arrive, hein, il suffit qu'il y ait une casse, qu'il y ait du produit qui gicle, on a quand même un condition isocinétique qui est un véritable entonnoir avec une pompe derrière qui aspire assez fort. Donc dès que tu Ouais. as dès que tu de la casse ou des éclaboussures, ça y va vite hein, dedans. Donc sur un incident, le compteur, il peut être très facilement encrassé, on peut être amené à le remplacer, et là, il faut ouvrir le bâti-machine. Dans une classe A, on n'ouvre pas un bâti-machine qui est bourré de graisse, de filasse et En autres. prod, en tout cas, ouais. Voilà, mais oui, mais bon, tu vois, tu te retrouves en prod avec du produit qui peut pas attendre. T'as un tuyau qui a pété, t'as tout éclaboussé, t'as juste à changer le compteur pour redémarrer, et tu peux pas parce qu'il est dans le bâti-machine, le truc. Mhm. Donc c'est vrai que réflexion faite, on a souvent ou presque toujours déplacé, remplacé ce qui avait été fait par le fabricant par un tube Eveline intégral jusqu'au bout. Encore une fois, là aussi, hein, quand ça gicle, le tube Eveline, s'il est dégueu, tu le dégages, t'en mets un Ouais, autre. tu le changes. Ouais. Alors que le tube inox, j'ai jamais eu personne avec un écouvillon à aller nettoyer le tube inox, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc on s'en sert éventuellement pour guider, pour gainer, pour, oui, pour guider jusqu'au point de prélèvement, mais on gaine à l'intérieur avec un beveline. Donc généralement, effectivement, on sort le compteur plutôt à l'extérieur de la machine pour qu'il soit accessible et remplaçable en production, et on met un tube beveline intégral sur toute la longueur. Donc Mhm. c'est vrai que euh, c'est vrai que les fabricants de machines essayent d'y penser, font des propositions, mais c'est vrai qu'à l'usage, C'est au producteur. ouais, ouais. Ouais, ce sera toujours le dernier mot à celui qui utilise la bécane, hein. Mm. Le J'ai une nombre. question. Ouais, vas-y. Alors j'ai une question parce que c'est pour essayer de faire le tour de la question sur comment on les positionne. Est-ce que vous savez combien on doit en Ah bah mettre? oui. Alors c'est plutôt sur dans un isolateur ou dans des isolateurs, dans des environnements de classe A, que la quantité elle est liée à la surface aussi, et qu'on se doit. Il y a une histoire alors je me rappelle plus la formule, hein. C'est pas une racine carrée du nombre de mètres carrés justement ou quelque chose comme ça, où on se dit Ça tiens s'appelle bah un facteur de on va mettre- confiance. Mais oui, c'est un facteur de confiance qui est effectivement un calcul lié à la surface ou au volume, en tout cas, par rapport au nombre de compteurs. Mais on utilise plus ça pour faire des qualifications de ZAC.
Ouais. de manière ponctuelle pour s'assurer que la ZAC tient la classe A, tient la classe B, tient la classe C. Euh, on multiplie rarement les compteurs pour du contrôle en continu, pour du monitoring, sauf si vraiment, vraiment, il y a un grand volume. Mais en J'ai en isolant. tête des isolateurs, tu vois, Fred, par exemple, ou des isolateurs qui font, alors je saurais pas te dire le nombre de mètres cubes ou le nombre de mètres carrés, mais ça fait quand même bien 5-6 mètres de long sur 3 de large, hein. C'est vraiment des grands isolateurs à haute cadence où on a systématiquement 3 compteurs à l'intérieur. Un en gros qui est à l'entrée de l'isolateur au moment où tu rentres dans la classe A, on va dire. Ouais. Un qui est au point de remplissage et souvent un qui est pas loin du poste de bouchage sur des seringues ou des flacons. Ouais, Comme ça en fait 3 quoi sur cet oui, mais environnement c'est de. généralement ce qu'on constate, effectivement. Euh, pour un isolateur, oui, c'est ce qui se fait. Mais là aussi, il n'y a pas forcément de règles particulières. C'est Mhm. plus. Bah, ça dépend de ton analyse de risque. Typiquement, Faut le déterminer par ouais, l'analyse de risque, t'as- encore on dit, t'as- on répète ça à chaque fois. mais non, mais toi, typiquement, tu as une table d'accumulation. Bon, bah, tu vas pas échapper à mettre un compteur sur ta table d'accumulation. Oui, c'est Tu as vrai. un bol d'alimentation en bouchon. Tu vas pas louper de mettre un compteur à côté. Tu mets des compteurs. Inversement, tu parlais de sortie. Une fois que Ouais, le après produit est bouchage. rempli et que c'est bouché, à la sortie, il faut voir si ça continue à être nécessaire, hein. Mm. Ouais, Euh, je suis d'accord. Parce Mm. que ça, faut c'était quand même. typiquement le truc où tu as des particules partout, tu sais pas quoi en Ouais. faire, et après tu te dis, bon, bah finalement, comme mes unités étaient bouchées, il n'y a pas d'impact. Donc ça sert à rien en fait. Ce que j'allais te dire, faut quand même éviter contre faut lutter contre la tentation de vouloir multiplier les compteurs pour amener un sentiment de sécurité qui en fait n'en est pas un. Il Ouais. faut en mettre le nombre pertinent aux endroits pertinents en fonction de l'analyse de risque. Mais comme tu l'as dit exactement, mettre un compteur à un endroit où de toute façon, s'il compte, on n'a aucune action corrective et finalement on s'en fout, autant pas le mettre, hein. Ça évitera les questions des autorités. Ça évite. Et puis, ça a un coût, un compteur, son étalonnage annuel, tout ça, ça a un coût. Donc, euh, pourquoi gaspiller de l'argent pour perdre du temps derrière à justifier que, en fait, il n'était pas nécessaire. euh, Enfin, que quand il compte, en tout cas, c'est pas problématique. Un truc tout con aussi, c'est dans l'évaluation, est-ce que tu mets un compteur ou pas, c'est est-ce que tu vas intervenir dans cette zone-là ou pas. Parce que si tu n'interviens pas, si c'est fermé, tu mets pas de compteur. À quoi ça va te servir? Ça va être que des particules intrinsèques. Donc tu Oui, vas rien oui, voir. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qu'il faut se poser pour bien définir où est-ce qu'il faut mettre les compteurs. Mais oui. ouais, Finalement, c'est beaucoup de bon sens, finalement, hein. ouais, de toute façon, dans une ligne de répart, même un RAPS ou un isolateur, tu peux en mettre 3-4. Je vois pas comment tu peux en mettre Ouais. plus aussi, parce qu'à un moment, faut pas générer des contrôles flux d'aspiration de partout, quoi. Par Enfin, expérience, dans la ligne, qu'elle soit RAPS ou isolateur, par expérience, c'est rarement plus de 3, hein, ouais, vraiment. ouais. Ouais, c'est clair. Puis il faut voir qu'il y a aussi des contrôles microbiaux qui vont être en parallèle de ça, parce qu'on parle que du particulier depuis tout à l'heure, mais on va avoir aussi les aires actifs qu'on va faire pour la microbio, on va faire des impactages de biocollecteurs, on va faire tout le monitoring passif avec des boîtes de pétri qui sont exposées en continu dans une classe A. On va avoir des écouvillons qu'on fait à des endroits critiques, sur un listel des poses joints, des choses comme ça, sur des injecteurs ou des choses comme ça. Donc le monitoring, il est aussi en lien avec tous ces petits potes monitoring qui font qu'on a un monitoring global qui est enfin, microbio et particulier qui est cohérent, quoi. Donc c'est vrai que multiplier les comptages. Par contre, moi j'ai une question, les amis, aussi, là, que je me pose en même temps que je réfléchis. On parle d'une classe A, là, ça paraît assez évident de prendre du bon sens pour les mettre aux endroits critiques. Dans une classe B, comment on fait pour avoir du bon sens justement quand on a des grandes classes B. J'imagine Ludo dans une boîte où on a bossé il y a pas longtemps, où il y Mhm. a des mètres carrés de classe B. Où est-ce qu'on va positionner les comptages particuliers pour être à C'est peu vrai près qu'on sensé? disait que le smoke test en classe B peut être utile, hein. Autant, ce qu'on disait tout à l'heure, autant en classe A, c'est plus par rapport au process, autant en classe B, là, l'aérolique est importante et, le schéma aérolique, donc le test fumé, le smoke test, peut donner des indications. Mais on va le Mais mettre où du coup? Proche des opérateurs, proche des équipements, proche de Ah, plutôt. non, de toute façon, tu vas pas les mettre Il n'y a pas trop. de règle. Bah ouais, puis
il faut qu'il soit pertinent, mais il faut pas qu'il gêne, tu vois. Puis, C'est ça. qu'est-ce que tu vas aller le mettre derrière l'opérateur, par exemple? Juste derrière l'opérateur. Bah ok, ça va être blindé de particules. Mais c'est pas les particules qui vont dans le... Vu que c'est à contre-flux, Ils vont dans le produit, ouais, c'est c'est pas ça. des particules qui vont aller dans le produit. Tu vas pas les mettre au bout de la table d'accumulation ou vers la zone d'extraction. Donc, non, pour moi, je les mettrais quand même limite entre le produit, entre la ligne de remplissage et l'opérateur. Ou la sortie de la classe A pour une table d'accumulation où tu as des opérations pour mettre en Et- plateau, par exemple. Tu vois, Mais tu vas la mettre dans cette zone-là. ouais, mais c'est Mais un endroit qui est pas toujours. Je comprends ton raisonnement et tu as raison, mais c'est un endroit qui n'est pas toujours facile, hein, ah bah oui, parce que le compteur de particules, derrière, il nécessite une connexion réseau, oui, une connexion au réseau de vide. Il tient pas comme ça tout seul dans l'espace. euh, et surtout, ça rejoint un peu la question d'Alexandra. Surtout, il ne faut pas que lui-même soit perturbateur. ouais. Alors, il génère pas de particules en lui-même, le compteur, mais selon le Heureusement, on dit. oui, mais bon, et d'autant plus qu'on le met plutôt en dessous des zones critiques. Donc, même s'il était polluant, ça serait plaqué au sol par le flux et évacué par la reprise. Mais il ne faut pas qu'il crée des turbulences qui pourraient être néfastes au flux. Il ne faut pas qu'il masque, soit qu'il crée des turbulences, soit qu'il masque une zone et qu'il crée un endroit où on aurait une zone morte non douchée par un flux Ouais. d'air propre. Donc, le mettre entre l'opérateur et le produit, ça pose ce problème, ça gêne l'intervention, ça pose ce problème-là de créer des turbulences. C'est pas toujours facile en termes d'installation. Mais après, bon, chaque zone, chaque salle est différente. Ça se joue souvent aussi par élimination. Ouais. En tout cas, le mettre proche de la reprise, ce que tu disais hier aussi quand on préparait, Fred, ou ce que tu viens de dire, Ludo, ça n'a pas grand intérêt parce que oui, il y aura des particules. C'est les particules qui sont en train d'être évacuées par la gaine de reprise. Bon, bah, c'est bien qu'il y en ait, mais quelque part, si elles sont là, c'est que justement, elles sont en train d'être évacuées. Oui, puis C'est plutôt que le flux marche bien, quoi. oui, Donc, ça n'a donc, pas grand intérêt pour l'impact produit, quoi. ouais. Mais après, oui, mais bon, là, effectivement, le smoke test peut aider parce que ça dépend comment est faite la reprise aussi. Sur une reprise basse, évidemment, non. Sur une reprise qui est peut-être plus à hauteur d'homme, faut voir. Euh, euh, Et sur une Après, reprise qui est au plafond, c'est une mauvaise pratique. C'était une blague. ça existe, des reprises au plafond? Putain, tu rigoles, il y en a encore. Ah non, mais Ah et ouais. on rigole parce que tout à l'heure, on fait les malins, mais les gens dans le chat là, regardez demain où est-ce qu'elles sont vos gaines de reprise. Regardez si vous n'avez pas des Beveline qui font des 3 tours et compagnie. Je suis sûr que vous en avez tous. Comme on en a tous en fait. Donc Mais bon, en classe B, je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est vrai que euh, souvent on constate qu'on le met parce qu'il le faut, parce qu'il faut le mettre en classe B. Mais on a moins. Enfin, vraiment, le point critique, c'est la classe A, quoi. C'est là où oui. vraiment le compteur prend toute son importance, toute son intelligence. La classe B, c'est beaucoup plus récent, le fait de mettre des compteurs en classe B. Euh, et on le met, il faut le mettre, on est obligé de le mettre, on essaye de le mettre à l'endroit où on a le meilleur compromis. Là encore, on cherche à être représentatif sans, sans être, comment dire, on cherche pas le worst case, on cherche pas non plus à avoir zéro en continu, on cherche à être le plus représentatif possible. Donc c'est Ouais. Analyse de risque. C'est la réponse. Exactement. C'est vrai. Réponse à tout. ça, Analyse de Analyse des risque. risques. ça peut passer par smoke test, ça peut passer par la qualification hein, avec un compteur mobile quand on classifie la zone, voir quel est le point qui est le plus représentatif. Ça peut passer par euh, c'est sûr Ouais. qu'on va pas le mettre là où l'opérateur reste au repos ou là où il va intervenir, quoi. Mmh. Euh, Non, mais encore une fois, c'est bon sens, c'est analyse de risque, c'est connaissance de son process, des tâches que vont réaliser les opérateurs, de la zone, de tout ça, quoi.
Alors, Alexandra Montluçon qui nous dit, vous n'avez jamais eu le cas où le particulaire est bon, mais la bactério est pourrie derrière, puisque le particulaire est censé être indicateur. Ça peut si... Alors, Ah oui. après, le particulaire, il est indicateur des particules et de la microbio véhiculée par les particules, mais si tu as mal nettoyé ta zone, tu peux avoir un particulaire qui est pas trop mal, mais si t'as pas mis de sporicide ou truc comme ça, j'en sais rien, et que t'as nettoyé ta zone avec du chocolat chaud, bon, dans le particulaire, ce serait dégueulasse. Mais je veux dire, tu peux avoir un monitoring microbio qui du coup est non conforme en sortie ou avoir des moisissures partout et un particulaire qui est bon, hein. Donc oui, ça peut arriver. Mais sous-entendu, voilà, c'est pas parce que le particulaire est bon que la microbio est bonne. L'inverse, par contre, si le particulaire est pas bon, il y a de grandes chances que la microbio soit pas bonne non plus. Voilà. Faut le voir plutôt dans ce sens-là. Voilà ce que je peux en dire. Ouais, c'est bien dit. C'est à peu près ça, hein. Non mais faut me dire qu'encore une fois, moi je suis covidé, hein. Je suis pas à 100% de mes capacités, hein. C'est déjà pas terrible quand je suis à 100%, alors je vais te dire. Non, ça va, il en reste un peu encore. Il reste deux, trois trucs, ouais, ça va. Neurones. Merci monsieur.